Bonjour chez vous. Alors qui parle? Une paella sans coquillage, un gigot sans ail, un escroc sans rosette. Un jour c'est nous que tu tueras, ton père et moi, de chagrin. Bah comme ça on trouvera pas l'arme du crime. Que faites-vous ici? C'est moi qui interroge. Ce tribunal désirerait savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Je pensais que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombé sur moi. La justice est logos. C'est une protestation rationnelle contre la violence. Elle entre en lutte non pas pour doubler la force, mais pour compenser la faiblesse. Elle est déjà à sa manière la revanche muette, surnaturelle et tôt ou tard inéluctable du vaincu qui a pour lui le bon droit. En tant qu'équité, la justice n'est plus simplement logos, soit un merveilleux acte de la raison. Elle se présente aussi comme un acte d'amour, au sens où elle prend en considération la personne dans toute sa particularité, sa vulnérabilité. La justice dit tous, sans exception, et l'équité dit tous, avec exception, au sens où la règle pourrait être dérogatoire et pourtant rester juste. Donc ne pas être juste de façon arithmétique, mais de façon jurisprudentielle. Je n'ai jamais volé, sauf une écuelle à un chien qui en avait deux. L'équité découvre que les personnes ne sont ni égales, ni inégales, mais qualitativement diverses. Plus on est avancé dans la connaissance de l'homme, plus on découvre d'individus originaux et l'un à l'autre irréductibles. Ou dans notre langage, autant de créatures, autant d'ipséités, chacune étant un apax, c'est-à-dire un individu unique en son genre. Chaque individu étant une espèce à lui tout seul. Quand j'ai eu fini de retaper pour moi, je me suis dit après tout, pourquoi je retaperais pas pour les autres, c'est vrai. Les gens sont cons, faut en profiter. La justice est à la fois maximaliste lorsqu'elle est équitable, mais elle sait aussi se montrer plus médiocre et pourtant tout aussi nécessaire lorsqu'elle s'assimile à la tolérance. Tolérer son prochain ne suppose ni de l'aimer, ni de le respecter, mais de ne pas porter atteinte à son intégrité physique et morale. Ni ne l'étrangler, ni le bâillonner, en somme lui témoigner un régime d'indifférence qui est garant du non-emploi de la violence pour lui imposer notre volonté. La tolérance est donc une vertu à destination d'un monde désuni, d'un monde dans lequel les hommes s'ignorent. Mais voilà, c'est souvent ce que les hommes peuvent faire de mieux, tant les hommes sont si peu fraternels entre eux. Précisément parce que le monde n'est ni juste ni aimant, il faut s'obliger à la tolérance, non pas du mal, mais à la nécessité de ne pas faire violence à cet autrui qui nous inspire si peu. Bon, enfin, regardez-le, Françoise, il est affreux. C'est un singe. Il est vulgaire, il est content de lui, il est inculte, il est râleur, il est satisfait. Et il est français. Les heureux gueux ou la déconne du décorum. Sony Mansana, dit Serfès, est marseillais d'origine tunisienne et thune. Basta cose. Tout est dit. Hélas, le Méditerranéen n'est pas un Nobel de l'ellipse. Ses bonnes fées En bonne mère. l'ont gratifié de la compulsion de précision infatuée. Le Sony est un inflationniste du détail, un addict de la surenchère, le représentant en gros des mots, des formes de rhétorique pléthorique.
Son autorisation provisoire de résidence vous est systématiquement présentée sous le conditionnement d'un bourre-pif. Élément de preuve irréfragable. De l'indigence mentale des Marseillais qui m'ont expulsé du Radieu du Poulpe, le quartier général des affranchis du port. Et pièce biométrique de l'intérêt éthologique indiscutable. Que me portent, non sans respect, les forces de l'ordre, ces nains au pit de l'aveugle balance. Sony siège quotidiennement place de l'Utopia. Saltimbanque de l'expression carnet de la Camorra, le dernier poète parrain en terre de la vigne et du vin, le seigneur du chapeau, le prince du barreau, guignol à la roulotte et hirondelle républicaine. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Un séjour à Clairvaux lui tient lieu de lettres de cachet. Diligemment estampillé dans la fiole de tous les sceptiques qu'il se propose, courtoisement, d'affranchir au fond de la malle arrière de sa fidèle Alpha. Ouais. Il y a toujours quelques sacs de ciment en attente d'immersives sensations. Vous glisse-t-il la rétine frisée d'un plaisir suppliciant. Vai Romeo, hein 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans rendez-vous me déplace et fraye à votre place. Hein. Cocasse coucou, il aime, opportuniste, rendre service aussi. Et les Schtroumpfs m'utilisent comme cible de dégrisement à l'attention des bleus bisus suffocants de trac, saisis d'entérite tellurique de spasmes chasseux à la perspective abyssale, d'apponter un ancien de la Cosa Nostra sur le quai de ma RPA. La maison Bonnefin, rive droite, au Bordeaux, corps mort ou presque. Petit beurre de régime, un ballet espagnol trônant sur sa mappemonde qu'il combine avec son brillant de Palma, il endosse des origines siciliennes en une furieuse kinesthésie. Tout le monde sait qu'il n'en est rien, mais personne n'espère gérer les controverses. Sa ressemblance avec Al Pacino éprouve des qualités de comédien puisées dans la sélection de moments tragiques de l'acteur studio. Fort sympathiquement, sa violence verbale est inversement proportionnelle à ses passages à l'acte, aussi nombreux que les jours de carême d'une année calendaire. Mais tous tressaillent sous les bordées diluviennes d'incantations mauvaises que libère, vent arrière, son appendice lingual jauni d'un brin tabac. Des représentants de l'ordre aux travailleurs sociaux. Ces connes d'AS qui s'habillent chez Daxon et se parfument chez Monoprix, même plus bonne à vitrioler. Des bourgeois aux indigents. Le pauvre remugle, alors, le bourgeois pue. Des hymens trop complaisants aux petits prépuces tremblants, rien ne peut ferder la langue de Sonny Monzana. 2 intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Notre bruyant-truand a bien évidemment son arme fétiche, le tournevis. Il astique au fond de sa poche avec frénésie, ne le sort que lors de cérémonieuses occasions, comme un pentacle, un reliquaire, une antiquité sacrificiante, un chive témoignage d'un passé qui ne se compte qu'au présent de narration, et à grand renfort de pantomimes qui finissent toujours par le clouer, humide, sur le sofa. Lorenz, son anthropsycho-éthologue, condamné à des travaux d'intérêt généraux pour une ancienne et sordide histoire de trafic de farine animale dissimulée dans des kepas de Drepou, attend sacerdotalement l'équinoxe d'hiver, période de migration des ouailles sauvages. Mais Sonny ne partira pas. Sonny a un travail, une mission. Une conversion à officier. Oui, moi, Sonny, le défibrillateur anal, je vais leur coller le thermo au cul à ces gastriques, à cette salope de culotte tremblante et son convulsique chiasseux d'amant. Je vais pas leur lâcher la couche et les beurrer de méthosil. Tu vas voir comme des fions à la virginale blancheur retrouvée, des culs en cadavérique couleur. Oh, fatch, un Othello en 2 actes, du Paganini en Panini, et qui m'en cague du violon pourvu que ça vire violente. Et schlac, je sarcle. C'est les querelles d'amoureux, ça, vous êtes mariés, vous êtes jamais disputé avec votre femme, vous? Oui, mais jamais à coup de fer à souder. C'est parce que vous n'êtes pas bricoleur? Sonny fut marié. Et une belle, chef de service en cardiologie. Alors, encyclopédiste, fatalement la bergère, de la tachycardie des sentiments, du souffle du ventricule, de la corde aorte polyphonique. Et au premier signe d'arythmie, elle me quitte et c'est prendre la brosse à reluire d'un pêtre en bâtiment attachant, un barbouilleur de cul et anglois de surcroît. C'en est trop. Une escarre au martial sein gauche du bouillant Sonny, ça lui fiche une crise d'hypertension. Des péniches au sommet de l'occiput, un courant mauvais le sabre et, tournevis dans la poche, il éructe depuis sans discontinuer, une vis sans fin, un vice sans frein. Ah, tu vas pas me croire, mais
Tellement bouleversé par cette affaire. Ah, la salope, la culotte tremblante, le pète-foire foutre. Pour courir, va. Allez, qui m'en cague, va. Eh bien, dans la foulée, me fait une virante vivrée nocturne, un rêve, oh faccia, un coche mirda del diablo, predicatore di sinistra, va fanculo porco di madre. Bref, je suis nu comme un petit Jésus, le cul endolori par mon saint tournevis. Alors je bascule, motte l'édicule du fondement et, l'observant, constate qu'il transmute. De plat, il s'exige cruciforme. À Santa Maria Bonne Vierge. Figlio enigmatico, il s'échappe de mes mains, se choque au nombril, s'installe, prend ses aises et tourne, bichonne ma boudinette. Dion, saisi d'un bond, je déjauge du pajot et sur mes quilles, j'entends le crissement de mon bouton anodisé qui s'étire, s'extirpe, vire au point zéro. Soudé à l'instrument, sa tige filetée libère mon aérotrain qui, en un bruit sourd, roule au sol comme une moitié de coco. Dieu, me voilà acculé, sans séant, condamné à dormir la gueule dans le tapis, l'absence béante, en exposition, à midi plein, bordel. Ah, y a pas à chier, hein. Le cul, c'est la base, la chape, le fondement de la verticalité, l'outil de l'homo erectus. Putain, j'avais pas besoin de le perdre pour commencer à le regretter. L'expérience est récurrente, mais... Mon thérapeute, eh ben, il s'est barré avec une oie sauvage, pas très blanche, une certaine Babe Brune Sugar. Reste l'objet transactionnel, l'origine, le poinçon divin et son nombril d'or. Ils ne se quittent plus. Ils devisent le jour, ils dévissent nuitamment. Toutes les nuits, Sonny en a le cul qui tombe, que sa femme s'envoie en l'air, comme un intermède systémique à la Dutronc. Ah, putain, moi, Sonny Monsana, le parrain paria de Marseille, l'instigateur de la Tunis Connexion, l'obligataire des diamantaires d'Angers, le plénipotentiaire du Sentier, l'architecte du mur des lamentations. Vais pas en rester là, moi, condamné à serrer les fesses pour anorexiser ma colère. Fatch, je vais lui en coller une, moi, de noces festives. Une vraie fête nationale à ce grand con de poireaux saxons. 14 juillet sur leur fenêtre de miel, sa camionnette en bouquet final, de l'essence et du plomb en guise de champagne et d'argenterie. Cadeau surprise, pas sur la liste. Mais eux, putain, sur la mienne, vendetta, fatwa et baiser de Judas, crucifiés à grands coups de cruciforme sur les lattes de leur chatterie. Saloperie. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Quoi? Excessif? Faut pas bien? Mauvais? Folie? Mais qui m'en cague? De toutes les façons, s'abstenir de commettre une faute, c'est déjà une façon d'être coupable. Bon, allez, écoute, je te laisse là-dessus, Minot. J'ai mon marché à faire. Allez, ciao, Bello. Il y a bientôt 18 ans que Sonny est parti faire le tour des boutiques maritales avec sa liste pleine d'alchimiques surprises. 18 ans que Sonny serre et resserre sans fin les fesses, et longtemps qu'il se couche de bonne heure pour mieux revisiter les songes, finir par être semblable à son ombre. Il est un proverbe arabe qui ose prétendre qu'au bout de la patience, il y a le ciel. Malheureusement, patience, Sonny connaît pas. Le feu qui le brûle est celui auprès duquel il se chauffe, et quand sa mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. Alors, depuis la RPA Bonnefin, rive droite à Bordeaux, au corps mort ou presque, Sonny s'empresse de rappeler aux vieilles bougies animées de doctes mécénies conseil que celui qui n'a jamais traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé.
Les plus beaux voyages se font par la fenêtre. À quoi c'est un terrain de golf à jouer au golf, un camp de tennis à jouer au tennis? Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader. Retenu. Je suis retenu pour être expulsé comme un fidèle hérésiarque. Expulsé alors que je suis candidat au retour volontaire. Franchement, ça ressemble à du ciné au fondement du Val. Je suis tendu. Vous savez, un élastique dont on espère vraisemblablement qu'avant son envolée, il ne pète dans les doigts habiles de mon manutentionnaire de fonctionnaire. Détenu administrativement qu'il me surligne, mon fonctionnaire. Les mots, eux, savent manquer de pudibanderie lorsque, à l'occasion, ils s'organisent. Une langue de feu sur une langue de bois qui brûle le palais, la salle des mots perdus, du sens déchu. Pourtant, départ volontaire, ça dit bien ce que ça veut dire. Limpide. Départ volontaire se dit de quelqu'un jouissant d'un présupposé de bonne santé qui accepte, moyennant une pigne à l'embarquement sensiblement inférieur au coût de son émigration, de retourner au pays sans aucun dispositif assurant sa sécurité une fois sur place. Eh oui, ça dit bien ce que ça veut dire. Départ volontaire. Départ volontaire pour dégbouter de l'asile poélitique. Eh bien, moi, c'est clair. Je suis volontaire. Je suis volontaire au départ, en centre de rétention, pour être expulsé. Putain, Brésil, je me fais la tête de Terry Gilliam. Ce soir, Kafka dîne avec Kubu. Non, franchement. Expulsion, éloignement. Rétention, détention. Procédure administrative ou pénale. Sans-papier ou délinquant de droit commun. Étiquette identitaire, labellisation fourre-tout, sans-papier. L'existence réduit à la névrotique question obsessionnelle. Toi, t'es papier ? Furieux foutus ces âmes qui tranchent dans le suif de ces haloufs d'étrangers, ces mégalos la double peine, chiens de Janus au regard torve, salauds fallots, sac de salamalek, souk d'agiter du bocal. Bonjour, moi c'est Monsieur Kadi. Hein? Salam alaikum, bonaziwa, gunaïdin, shalom. Ma mère m'a baptisé Smaïl. C'est bien, c'est court, comme un SMS. Une timide obstination de communication. Depuis 54 ans, je m'y essaie. Avec mes frères, d'abord, les Français, puis ce fut autour les Algériens, avant que le fils et le JIA ne fassent entendre, eux aussi, leurs prétentions. Les miennes, pour leur part, sont restées longtemps aphasiques. Un cri dans le désert reste un bruit, n'est jamais autre chose qu'une communication abortive. À ce propos, ma cellule est bien moins vaste que l'ergue de mon enfance. Mais elle est plus peuplée aussi. Un étal fiévreux. Il est 000 GMT. Bonjour, je m'appelle K. Ouais, je sais, je suis stupidement persévérant et prévenant
à l'occasion, par superstition. Je suis au centre, donc. Moi, ordinairement expulsé à la marge, subissant les assauts répétés de mon indigence comme autant d'effets de pâle, c'est au cœur que les événements me fixent en ces heures. Ma cellule étant toilée de sueur froide, squattée par les scories existentielles de nos prédécesseurs, une invraisemblable procession de mines asthmatiques, de phtisiques plénipotentiaires, de colériques atoniques. Ah, si la Méditerranée pousse ici un peu plus sa corne, nos matons éburnés n'ont plus besoin d'agiter leur muleta. Là, nulle mise à mort glorieuse, rien moins que des mises au banc. La ronde des orbites grises scrute, tour à tour, les épaules sans cou, les genoux en boucle d'oreille, les mains en apesanteur quand elles ne s'occupent plus de nicher les visages. Assis sur nos culs, comme sur autant de barils de poudre, nous cherchons l'ultime étincelle, la dernière allumette. On se prend à l'occasion à rêver. Mais, de toutes les façons, la nuit est insouciamment trop longue. Mosin, qu'un soupir soutient, lui a 21 ans, le visage huilé d'une constellation acnéique. Une promesse de toison sublabiale lui salit une mâchoire crispée, presque prognate. Il vient de Mauritanie et le front buté revendique son appartenance aux flammes, qu'un poing cadenassé agite comme une flamberge. La France l'a débouté de sa demande d'asile politique. Elle persiste et imagine souhaitable un retour au pays, sans intention coupable et sans appel. Slovic, lui, il est père de 2 enfants et le conjoint de Nouné. Il est arménien, il a 44 ans. Et depuis hier matin, en rétention sans sa famille. Ça le rend fou. Il jacasse comme un VRP multicarte tentant de fourguer des adoucisseurs d'eau au Soudan, s'emporte comme un épileptique, puis s'étiole, figé comme une bite de cire en plein Kenya, un ruisseau catatonique. Chacun est au centre de soi-même. Indisponible, mais posant les particularismes de son sort sur les omoplates de ses coreligionnaires, indifféremment. Une répétition générale, underground. Se déroule ici un exercice que l'on espère cathartique avant l'entrée en scène dans l'arène du juge de liberté, le grand affranchisseur ou le croqueur de sorts. Seul Mehmet se marre. Oui, Mehmet, il est kurde et ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit. Ataraxie. Il a épuisé, laminé tous les ressorts procéduraux et, au passage, les quelques étés de son honorabilité. 10 ans de travail au noir, d'hébergement en chauffoir, de palliatifs caritatifs, d'entretien explicatif, puis très vite, justificatif. 10 ans d'excuses et d'ex-voto, sourde prémonition de la fatale bascule. Le juge de liberté sera sa cartomancienne, sa dernière gitane, celle des nombreux vaincus de la République. Le soleil se lève aussi sur le centre de rétention administrative, mais plus tard qu'ailleurs, semble-t-il. C'est le dit D, notre jour J,
avec le JLD. J'ai Hervé, rendez-vous. Heureusement que quelques habiles fonctionnaires me soutiennent les bras, que des bracelets joignent une sincère prière. Je me sens comme un enfant culpabilisant, un mauvais fils naturel de la République française. Marianne est moins tendre à cette heure, mais plus belle aussi, pourvu qu'elle m'aime. Je cherche mon air, celui du vieux Kabyle, pas canaille pour un sou. Et Dieu sait si, pour un sou, je serais prêt à faire des efforts, mais rien n'y fait. Je reste en anaérobie. J'ai le vertige. Pas l'habitude, sûrement. Monsieur le JLD, lui, a ses grands airs, à l'aise, très correctement oxygéné, même si une certaine lassitude lui barre l'arête du nez. Il semble dégagé, presque détaché. Un transfert de menottes vient surprendre mes pensées et ma cadavérique raideur frémit. Oh, une insolence que je range fissa, ainsi que l'ébauche d'un sourire qui enhardit mes yeux de chien battu. Aïe, ça cause, signe que la partie s'engage. Deux hommes en noir qui se font front. On ne parvient plus à identifier lequel est qui, celui dont... En même temps, deux hommes en noir, ça perturbe. Chez nous, les pères sont blancs. La bataille est de courte durée, mais les délibérations sans fin, et mes interrogations suivent le train. Un train d'enfer. 15 jours de rétention ? Vous faire appel ? Mais à qui, bon Dieu ? De quoi ? Pourquoi faire encore au poignet de moi ? Ah, le CRA en retour de point final dans ma gueule ! Ta gueule ! Sommeil aveugle et nuit humide, je suis volontaire au retour, terre, retour, terre, et puis s'en vont. D'Acapo, Apocope. Le soleil, parfois, éclipse la lune. Au CRA, l'aube est la bile. Re-jour J, re-rendez-vous avec madame la juge des libertés. Oui, la CIMAD a interjeté entre mes angoisses un appel bien reçu, bien senti. Un nouvel avocat, bruni comme un grain de sésame en soutien. Confiance, dit un irrésistible sourire. Ah, ça force le respect des sourires pareils. Madame le juge de liberté semble d'ailleurs d'accord avec moi. Bon, ce n'est pas l'essentiel, mais on s'en tiche de ce qui se présente. La parturition se passe bien. Le travail est en bonne voie. La libération est pour bientôt. Alors mon manutentionnaire de fonctionnaire, celui-là même dont l'habileté est désormais légendaire, en profite pour carotter mes menottes. L'air de rien. Je suis libre. Libre de retourner sans entrave ni escorte au CRA, libre de récupérer mes menus effets, libre de repasser la grille métallique, laissant derrière moi le centre et merde, mes chances d'obtenir un titre de transport. Dehors. Je suis au centre de Toulouse. Le centre de la France, le centre du monde, à équidistance de tout. Mon pouce dressé, je n'arrive qu'à prendre la mesure hydrologique de l'air ambiant. Bon, un autostoppeur devant un centre de rétention a manifestement autant de chances de se faire prendre qu'un Palestinien d'entrer à la Knesset. À 500 mètres, l'arrêt de bus. 10 minutes de trajet, sans contrôle avant le métro Polisson. Fatigué. Pas de contrôle. Invisible. Inexistant. Mais quel cadeau m'ont-ils fait ? Ah, la gare, ça calme. Le train, je connais. C'est pas la même affaire. Je dois avoir l'allure d'une vieille femme en quête d'un déambulateur. Faire gaffe. Ici même, les mamies aiment la castagne. Une spatule à 5 doigts stoppe mon épaule. Ça va, monsieur ? Vous vous sentez bien ? M'interpelle une tête d'olive un peu jaune.
À froid, à la première pression un peu amicale, je suinte, me réponds, me confie. Billet, train, Bordeaux, pas d'argent, CRA. L'olive s'appelle Jackie. Il tient l'hôtel de la gare. Il est kabyle, d'origine non contrôlée, mais va pas faire le difficile, d'autant plus que sa spatule, après m'avoir carré un siège sous les fesses, m'assène sur le comptoir le plat du jour, assorti des esbroufs maison. Je sens déjà, au creux de ma main, les rayons frais du soleil du Djurdjura. Escale Bordeaux, le billet bien au chaud, en poche. La ville rose n'a jamais manqué de bien porter son nom. Perto lo zarato jamais. Il est 18h54. Train 963 270. Compartiment 36. Bonjour. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Kadi. Oui, je sais, je suis persévérant et prévenant à chaque occasion. Fin d'octobre, à la faveur d'un précipité de jour, j'entre nuitamment dans une gargote décorée de la nostalgie du temps où l'industrie primait sur l'économie. Le temps où les prolos, avec leurs cercles, leurs rires, leur colère, leurs jeux de cartes, bricolaient de toutes les façons possibles des techniques de résistance favorisant les interactions ordinaires entre les hommes. Interactions que la vie économique a fini de brutaliser. Derrière l'auteur de Salpêtre et de Tabac brun mêlé, j'entrevois celui qui se fait surnommer Kolkhoze, en raison de son penchant défiant toutes les lois de l'équilibre, aveuglé dans sa vareuse des aphorismes de communards. Ancien charron, vendeur, crieur, cireur de l'UMA, il n'ose plus, depuis nombre d'années, redresser son cou de pioque et son index dextre pour expectorer, malgré tout, les épîtres marxistes à la face des boyards. Son allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, il la reverse, comme un trimardeur, au bar Le Petit Rouge, son fatal tarmac, lui qui aurait tant voulu être l'apéro postal. Et s'il décolle régulièrement, c'est qu'à force de... Rhabiller le petit. Il ressuscite son génogramme pour finir apoplectique,
fou de rage. Rouge comme un gratte-cul. Tant ces cons génèrent des niaiseries, tant ces congénères sont même pas foutus de traverser le pont aux ânes. Bruyamment inaudible, il dépote le gluant. Accouche de caustiques théories que ses camarades adoucissent d'anis. Ils font bien d'ailleurs de se taire et de laisser brère, car la maréchaussée n'est pas du genre à laisser pisser inconsidérément les mérinos. Et quand l'averse alerte les services vigilants de Météo France, c'est en à chaud que Kolkhoz finit de sécher. Comme les couilles à Taupin. Notre cagot le sait bien qu'il lui faut tenter de se contrôler, d'arrêter... d'avoir la ruque et de rouméguer comme un forcené. Mais Kolkhoz est du genre à... attacher son chien avec des saucisses. Généreux et prodigue... N'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Libéré de sa camisole, il retourne faire son numéro au Petit Rouge, car... si la camisole, faut la partager. Alors, à chaque entracte psychiatrique, son public fait la claque et attend d'être saisi par la distanciation brechtienne, attentif à la mimésis à laquelle il assiste. À quoi reconnaît-on un rouge sur un zin? À son décorum. Plébéien involontaire, je me retrouve dans la tourmente de la Révolution d'Octobre. Et après avoir tenté un pleutre demi-tour, je me fais alpaguer par l'association des amis de Vosvelot-Meyerhold. Meyerhold, 1874-1940, fut le chef de file d'une avant-garde basée sur le festif et la musicalité, introduisant dans ses spectacles des notions de cirque, de commedia dell'arte, le tout pour servir la Révolution dans un esthétique constructiviste. À noter que dans le même temps émerge un autre type de théâtre, l'agite propre. Agitation propagande qui peut aussi prendre la forme de spectacle débat. La propagande, sans connoté péjoratif, était supposée agir sur les esprits quand l'agitation jouait sur les émotions. Hey, Kolkhoz, vise un peu le miston qui nous arrive. Sûrement un timide admirateur ou un pèlerin assoiffé. Allez, mon gars, reste pas à la rue. Et si t'as quelques artiches et deux fourrages de conversation, un peu du mal à parler, mais... t'es le bienvenu. D'autant plus que tu te pointes au plus mauvais moment. Ah bon? C'est le car ici. Et le Kolkhoz va se fouetter le chou-fleur pour nous mettre en scène. Ah oui. 12. Nous étions 12 face à ce petit homme parcheminé, grognon et acculé sur le zinc par un imposant tabouret de bar ayant subi les assauts d'un échassier concupiscent. 12 faces de lune revigorées par ce qui semble être plus du bizutage qu'un office. Et sans nom, ils avancent sans saint patron, tous les 12 au loin, prêts à tout, sans regret de rien. Éructe en lugubre braillement le nuton en équilibre. Puis, psalmodiant avec des trémolos de vieux carousaux, vent qui vagabonde, neige qui valse, 12 hommes avancent, sangle noire des fusils, tout autour des feux, des feux, des feux. Sous les rires étouffés de la paillarde assistance. Là, ça y est, ça le reprend, il nous fait le coup du prophétique poète. Hé, Kolkhoz, fais gaffe, t'es en train de jouer avec la faucille. Tu deviens mystique. Et si tu veux pas que le docteur Le Martel s'enclume et te ramène à Zoulan, t'as intérêt à retrouver ça, tes esprits. Ouais, merde, t'es chiant. Allez, Kolkhoz, là, parle-nous du bon vieux temps, des cerises du printemps, de la lutte finale. Et arrête de nous enchevêtrer avec tes quatrains de malheur, là. Taulier, file-lui quelque chose à galimafré, il est fin fait, il doit peser moins lourd que son grammage d'alcool. Le tenancier, craignant que la jante assemblée ne finisse d'affoler la grande volière des perdreaux municipaux à force de mugir, et sentant poindre la fermeture administrative, décoche ses épaules de garçon bouché du zinc et invite, à grands coups de taloche circulaire, à quitter séant l'établissement s'ils ne veulent pas se faire reluire la turbine à chocolat. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Accompagnés des protestations formelles d'usage, les 11 quittent l'arène. Le poing dressé, ils s'engagent à célébrer, à coups de porte-voix, les symboles énigmatiques de la lutte des classes à la sortie du Grand Théâtre, où l'on sacre le printemps. Ouais, ils sont plus bêtes que méchants, ils aiment bien le Kolkhoz.
me souligne le patron. Mais bon, voilà, ça sont de vrais gosses, quoi. Ils ont trouvé leur petit père des pleutres, et ils arrêtent pas de le soudoyer pour que le Kolkhoz, il leur rejoue la représentation du grand soir. Alors fatalement, le vieux, ça le remue. Il finit par décapsuler, et il se retrouve illico avec la carafe entre 2 électrodes. Pauvre vieux, quoi. Regardez dans quel état il est, notre Kolkhoz, franchement. Me ciblant avec un regard de cocker surpris, la truffe dans le poêlon, le taulier me glisse. Il pourrait peut-être le ramener, non? Enfin, il réside pas très loin, il est juste à côté, la rue des Argentiers, à peine à 500 mètres. Non, je bougerai pas! Hurle le vieux. J'attends! Et t'attends quoi, mon gars? Je vais fermer la boutique, t'es gentil, y a rien, quoi, ni personne à attendre. J'attends d'entendre le bruit sourd du torrent souterrain qui menace de submerger l'horreur phénoménale. Et se jetant au sol, l'oreille collée à la terre, il guette. Je suis sismographe vivant, moi, je ressens les événements à venir, et putain que c'est douloureux. J'entends, bordel, j'entends, et je devine, je vois, mais je sais pas ce que je vois. L'énigme vient à moi, mais reste énigme. Putain, merde, ça y est, c'est la crise, quoi. Sérieux, c'est bien ma veine de me récupérer le seul rouge du quartier, qui soit pas Laïcar. Ça sent la camisole, quoi, d'où Jésus, Marie, Joseph. Oui, le Christ, le voilà. Je le vois, il apparaît, un drapeau couleur de sang à la main, le front ceint de rose, conduisant les gardes rouges. Le Christ? Le Christ conduisant la garde rouge? M'étonnais-je. Mais pourquoi le Christ? En effet. Pourquoi le Christ? Puis il réfléchit, soupire et ajoute. Hélas, le Christ. Que ponctue le bruit sourd de sa lourde tête, sombrant dans le comptoir. Je suis désolé, monsieur, mais bon, c'est manifestement pas de notre ressort. Le gars, il est bien gentil, mais ça relève de soins, cette affaire, et en urgence, carrément. C'est pas à la maison qu'il faut le conduire, c'est à l'hosto, direct. Ça fait la 3e fois cette année, le docteur Lorenz, il dit que c'est l'enfant adultérien de Jung et de Lacan. Je sais même pas qui ils sont. Mais de toute façon, vu l'âge du client, c'est vieux, ça fait longtemps qu'ils peuvent plus rien. Salaud! Hurle Kolkhoz, surgissant comme un diable hors du bénitier. Émasculeur, fils de Jocaste, censeur, magistrat curule! Et me précipitant pour le soutenir, je le carre d'office sur ma poitrine, tentant de le caler du coin du zinc, pendant qu'il vocalise. Je vois au-dessus de vous, au loin, un vaste et silencieux incendie. Ouais, c'est cela. Y a pas de souci, ça va s'éteindre, on s'en occupe. Là. On fait le nécessaire, allez, tranquille, tu vas te poser. Attendez, me risquais-je. Votre client, là, il perd peut-être la boule, mais ce que vous prenez pour du charabia de vieux sénile, c'est du bloc. Mais oui, c'est de ce fameux poète de la Révolution russe, là, qui voulait servir le Christ blanc de la foi russe, et qu'il ne partageait pas, et le Christ rouge de la Révolution. Tout cela est extrait du poème 12, oui c'est ça, 12, son note de 1918, l'œuvre absolue de la Révolution d'octobre. J'ai simplement vu en rêve et dans la réalité certaines choses que les autres ne voient pas. Et ça, mon petit bonhomme. Expire soulagé l'ironique dément. C'est dans son journal, 14 novembre 1911. Et poursuivant tel un Horace, j'entends depuis plusieurs mois, physiquement, dans mes oreilles, un grand bruit autour. Un bruit diffus, le bruit de l'effondrement du vieux monde. Vous êtes gentil, mais ici on fait pas salon littéraire, il va falloir cesser de révolutionner. Moi je ferme, j'en ai marre là, ça fait des plombes que je vous propose de le ramener. Il faudrait aller voir à vous chauffer à d'autres bois que le mien. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Nous sommes alors reconduits par les 2 patoirs du meneur du Petit Rouge, au firmament de la déserte terrasse du Rad. Et sous la bruine d'octobre, le Kolkhoz et moi quittons la Civilarène en guapant jusqu'à son appartement. À la faveur d'un phare d'asphalte, le vieux explore ma toison labiale et me saisissant l'avant-bras remarque. Mais, dites-moi, je vous connais, vous. Vous êtes le samaritain de mon pote Sonny Monsana. Mon gaillard, on traîne au bistrot, un rebelle coin de nostalgie à faire des Français. Mais dites, monsieur Kolkhoz... Non. Ah. Micha pour les poteaux de mes poteaux. Bon, soit Micha, donc. C'est quoi ce numéro, là? 12? Non, allons... Ah! C'est que... c'est pas un numéro. Ah bon? Non, le docteur Lorenz, il est convaincu que schizo je suis, alors je vais pas le contrarier, le bougre. Il est aussi mauvais qu'il est moche. Moche à faire avorter une couvée de singes. Et puis, moi, schizo Kolkhoz, avec une telle étiquette, tu penses bien que j'ai enfin chopé l'uniforme quissier. Larvatus prodeo, comme que dirait l'abbé
dans le dos des enfants de chœur, et ribambelle de faits excusatifs. Un costard pareil, c'est du tout-terrain, taillé pour les sports extrêmes, je porte large. Une ceinture et des bretelles tout à la fois. Je crains plus la gîte. Docteur Lorenz... Mais décidément, Docteur Lorenz, je ne cesse d'en entendre parler. C'est une sacrée notoriété, non? Un militant d'Hippocrate fondamentaliste ou un pénitent? Ouh, c'est pas incompatible. Le nombre de moines soldats excommuniables que j'ai rencontrés, je te raconte pas, la liste est longue comme le solstice d'hiver. Mais celui-là, dans la catégorie, il est nobilisable. C'est un pervers polymorphe de la pire espèce. Un démon qui transmute les anges en chèvres. C'est pas pour rien que le diable est souvent au porche des églises, même si ce n'est que l'idée de faiblesse que Dieu consent à donner lui-même. Mais vous-même, vous êtes qui, le Samaritain? Un journaliste d'investigation scandaleuse déguisé sous l'honorable tunique du maître nageur sauveteur qui passe ses nuits à tenter de sauver Boudu des eaux? Ah mais moi je suis travailleur social, monsieur Michat. Et le travailleur du social, il a rarement le Pulitzer, vu que son outil de prédilection, c'est pas la plume, mais c'est plutôt le goudron, et chaud. Eh ben mon pauvre gars, ça doit sévèrement dessécher ton affaire. Alors c'est pour ça que tu passes faire des réappros au petit rouge, pour te désaltérer et entendre du bloc, quand tu sais plus trop s'il faut s'engager dans la voie épique de la Révolution, quand t'es en crise de révélation. Allez, tiens, je connais un rad où on va pouvoir arranger ça. Le café Brune. C'est plein de jeunes trous du cul en chemise monochrome, été comme hiver, si tu vois ce que je veux dire. Ah, sacré politique. Ah, la politique est sale. Une seule goutte altère tout. Mais quand la nature, la vie et l'art se déchaînent, ils éclaboussent tout autour de nous. Alors, il peut rester une goutte de politique dans le poème, mais elle n'en détruira pas la signification. Allez, mon gars. Allons rhabiller le petit et mettre à poil les minots prépubères, car il ne nous appartient pas de formuler dès aujourd'hui le jugement définitif qui sera prononcé sur nous-mêmes. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Alors, la miche, on est pas bien, là? Avec la dernière moule sous les vacantes avant qu'on aille se coller la barbaque dans le torchon? Ah, même si l'assemblée des fausses couches élevées dans du moelleux pense qu'on a un peu marteau. On a un cafard dans la soupière pour venir faire les flambeaux dans leur rade. Mais t'en fais pas, on va les débouser, les morveux, les éniaffer. Ils vont tellement avoir mal à la bidoche qu'elle s'en va se terminer en foire. On finit pas d'abord, tranquillement, notre petite bière spéciale. Mazardais-je, inquiet, dévraisemblable le prix de glace. Et puis, il faut qu'on discute. Vous m'avez dit connaître Sonny Manzana. Vous ne semblez pourtant pas être dans le même business. Michat se rencogne dans son siège. Et le sourire énigmatique du Cheshire, qui lui tringle la face, me rassure à peine sur la suite des événements. D'autant plus que Kolkhoz n'est pas avare de colis pyrotechniques surprises. Avec Sonny et d'autres fiasses, on a liché chez tous les troquets du quartier, en particulier au Petit Rouge, notre combuse. Et puis, le Sonny, quand je le rencontre, il venait de bouffer de la case. Il était comme moi, comme nous, il avait plus de taf, tu sais. Quoi qu'il raconte, ceci dit, le Sonny, il a jamais été un malfrat. Un vrai bandit, c'est comme mon frangin Alban. C'est tout juste un ferlampier, un aigrefin occasionnel qui descend au vol à l'agression que lorsque la mendicité lui a pas fourni sa pitance. D'ailleurs, avec l'Alban, on formait d'ailleurs une sacrée équipe d'émeutiers, d'agitateurs du pavé. On rétablissait d'une certaine façon les pieds nickelés. Ah une fine et fière équipe, dis donc. Et le Alban, il est devenu quoi? Quoi, il est devenu quoi, le Alban? Je trouve bien curieux, là, tout d'un coup.
T'as affecté d'anthropopathie ou quoi? Oh, allez, je veux bien, contre une ultime mousse de trappiste, je veux bien passer à confesse et faire le gondolant, puisqu'il y a enfin un auditoire qui est pas soucieux de me fourguer le bouillon d'11 heures. 2 doigts scellés à la chope, Kolkhoz reprend le train de sa diatribe, ignorant l'assemblée des baltringues boutonneux, et s'engage dans l'ultime récit vertueux de son poteau de balle. Eh ben, Alban, c'est, comment vous dire, un nain de jardin herculéen. Un Apollon ladre. Un fesse Mathieu sanglé dans une culotte de velours pourpre, ergonomiquement équipé d'une poche revolver et surmonté d'havre-sac en poil d'hiver. Dans le milieu des urbains composteurs, des recycleurs du carreau, des videurs de crues, des pollinisateurs d'asphalte, eh bien, l'Alban, il serait prêteur sur gage. C'est celui-là même qui vous ferme, illico presto, la lourde du sarcophage à la gueule, et ça sans assistance respiratoire, s'il vous arrivait d'oublier les intérêts moratoires. Oui, le Alban, il chope le Prosper en faisant l'idiome sandwich, affublé de 2 colistiers aux paluches de marin, des experts de la darme double face qu'ils vous font rôtir sur des braseros illuminant le soir venu la rue L'Aliment, son QG. Autant dire que quand on en a besoin, on n'est pas loin de passer. Mais il y a des frayeurs révérencieuses qui résistent mal aux viles nécessités de la nature audacieuse. Ces faméliques clients ont toujours une dent creuse en attente de comblement, une exigence impérieuse qui outrepasse toutes les notions de danger, de péril, de risques létaux. De toutes les façons, même fumer tue, c'est du moins ceux qui savent lire qui le disent, ou ceux qui ont arrêté qui se vengent. Notre usurier patine alors 40 ans durant la sagesse populaire et amasserait son hôtel d'or comme Job, son tas de fumier. Alban est un petit homme devenu grand parmi les faibles, fort parmi les gisants. Sa notoriété est désormais telle qu'il ne sort plus que les soirs de loterie pour honorer les amateurs en mal de gratitude, de reconnaissance de dette, et pousser la chansonnette. Car dans ce coin de Bordeaux, on rencontre des badauds qui vont manger leurs galettes en cachette. Et pendant qu'on les détrousse, plus d'un marlou, plus d'un grec se fait chauffer par la rousse à Mériadec. Pourtant, le Alban, il fantasme depuis belle lurette à mener l'existence cachée d'un malfaiteur surmené au fin fond d'une grotte mariale, comme un gourou en courroux. Faut dire que la Lorette ne manque pas d'arguments en dépit de son âge qu'un prolapsus précède. La belle est trésor national vivant, classé au patrimoine de l'humanité, tant ses circonvolutions sont imprévisibles et ses beffrois inaccessibles. Mais le repos du guerrier est impérieux, et même sur la voie de la cessation progressive d'activité, Alban, il est convaincu qu'il est des citadelles réputées imprenables que l'on se doit au moins d'assiéger. Alors, son calibre à l'air libre, il convoque sa romantique posture de voleur au grand cœur qui escamote les impécunieux pour donner au gueux, convaincu de jouer là sa dernière partition pour une ultime chance de comparition devant la replète Lorette. Oui, Lorette, ancienne magistrat du siège, Lorette est devenue pour des raisons physiologiques ci-dessus confessées, parquetière. La différence, d'ailleurs, au dire d'observateurs prolixes, ne serait pas ostentatoire, mais quelle que soit assise ou debout, Alban, il s'en fout. Ce qu'il veut plus que tout, le Alban, c'est son rendez-vous avec les fléaux de l'aveugle balance et tenter enfin de faire le poids. Quoi qu'on dise les moralistes, la Lorette, elle est loin d'être amblyope. Tout au moins pas au point d'une ivoire clair, instruisant, non sans remontrance, un énième dossier incapable d'occuper honorablement les archives cantonales d'un obscur tribunal de paix. Pourtant, c'est faire peu de cas des qualités d'usure d'Alban. Il va enfin connaître son heure de gloire, faire partie de la cour des grands, ne serait-ce que durant les promenades organisées par l'institution carcérale. L'après-midi d'un joli mois de mai, la pétoire à la main, il fait irruption dans la salle des fêtes municipales, prête à soulager les doigts crochus de la congrégation des vieux jetons polyartétriques, arrimés au carton du kin dominical. Un sévère chien-chien à mémère
sentant l'angine de poitrine poindre sous le corsetage de sa daronne, saisit la culotte d'Alban d'une arrogante mâchoire. Alors, irrésistiblement enchaîné par la police côtelée. Les gesticulations du nain de jardin fixent la détermination du cabot à ne pas lâcher prise. Et si ce n'était le caractère illimé de Sébré, le chien mordrait encore. Et c'est le cul à l'air qu'Alban fléchit sous les coups de canne de la multitude d'allées offusquées par une telle cruauté sur animaux. La police municipale, ordinairement prompte à intervenir dans les affaires de la brigade cynophile, s'invite en formation de contre-terrorisme à libérer le pauvre R du ridicule au péril du sien, alors que l'usurier conchit vertement ses sauveteurs. Bande de foutriquets à petites cocardes, burnes de gobe-bouche, que les puces d'un millier de chiens galeux infestent vos culs et que vos bras d'abrutis deviennent trop courts pour que vous puissiez jamais vous les gratter. Ténia, orchidoclaste, par Saint-Simon et Gésip, le premier qui me touche, il finit en aérolite géostationnaire au-dessus du fion de la dame Pipi. Changeant de cap à la vitesse d'une caravelle sous le vent, les perdreaux municipaux placent opportunément les bracelets au poignet d'Alban alors que ces malheureuses pognes tentent de dissimuler les rotondités effondrées de son fessier. Et, semblablement sous l'effet d'un contre-sortilège, c'est rouge comme un gratte-cul qu'il est séantenant affermi au républicain siège de la garde à vue dans la perspective spéculée d'une comparution immédiate. Sentant poindre enfin son heure de gloire, percevant la postérité se pencher un peu plus sur sa modeste destinée, oui, parce que un grand talent associé à une constante humilité peut durablement rester méconnu, Alban saisit l'opportunité qui se présente enfin pour lui rendre justice et enfonce le clou dans la croix qu'il affirme épauler vaillamment. Qu'est-ce que vous avez à me rebouiser comme ça? On dirait que vous connaissez pas. Je suis l'Alban, le cauchemar des galeteux, des baronnes pleines d'auberts. Quand on n'est pas bréseux de naissance, pour vivre, faut truquer. Et il n'est pas question de s'aplatir. Moi, j'en gratte, j'en joue, je sais y faire. Il n'y a personne qui m'en remonte. Alors va falloir se mobiliser les cognes au lieu de chier sur la besogne. Vous êtes de vrais loches, des dors en chiant. Votre horizon, il s'arrête au brème et au plumard. En dehors de ça, on n'en fout pas une broque. Marre, j'en ai soupé des faussaires de système, des faiseurs de loi qui battent à la flemme. Allez, zou! Comme un refil au gaffe, avec de la ligotante de rifle. Direction la robe noire, chez Lorette. Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur Lorraine. Quand vous m'avez cerclé, j'avais encore l'artiche du pantre dans ma valade. Suis bon, y a pas d'erreur. Faut qu'on m'entoile. Chez nous, qui dit accusé dit condamné. Car si les engipponnés n'ont pas l'habitude d'enflaquer les richards, c'est grâce à la racaille de marchands de justice que les pauvres boucres se retrouvent en cage et que les procureurs courent après leurs médailles. Ah, il a bien besionné, l'Alban. Au palais de justice, dans la salle des pas perdus, résonnent encore les échos de son chant de gloire. Je monte à la cigogne, on me gerbe à la grotte, au tape, et pour 10 ans. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Vous voilà enfin rendu à bon port. Sécure, nous sommes au terme de ce deuxième opus des Heureux Gueux ou de la déconne du décorum. Une fois encore, nous leur adressons avec votre concours bienveillant et bienséant toutes nos marques de gratitude. Merci donc à Antoine, Smaïn, René et Aimé. Le travail social reconnaissant car la précarité c'est nous qui la vivons et c'est vous qui en vivez.